Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast ancien et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Autour de la table avec moi pour cette émission, il n'a pas pu rentrer au Paris Manga samedi après-midi, ce qui est raccord avec le Hack, il n'a pas pu s'en sortir samedi soir. Romain, le capitaine d'Actu, mènera la danse ce soir. Salut Romain. Salut à tous. Il se désespère depuis des années de revoir son club au niveau supérieur et sa seule crainte est d'entendre le chant du cygne dans les prochains mois. Dans la catégorie vue d'en face, c'est pas forcément mieux. Maxence de Zingesfer nous accompagnera ce soir. Salut Maxence. Bonsoir messieurs. Au sommaire ce soir, il suffira d'un signe. Retour sur Hack Valenciennes. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes. On a voulu voir Vierzon, Coupe de France ce week-end. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes saison 2, c'est parti. Et tout de suite, jingle Valenciennes. Bonjour Gilles, je te souhaite un excellent anniversaire pour tes 40 ans. Faites bien ça et puis continue de nous suivre. À bientôt, ciao. Merci Captain pour ce petit mot très sympa. Après Dunkerque, il y a 10 jours, nouveau match contre une équipe nordiste, le VA de Christophe Delmotte, fraîchement nommé entraîneur par intérim après le limogeage d'Olivier Guégan. Après la défaite au stade Tribu, le rebond était attendu samedi soir. Ça n'a pas été exactement ce qu'on attendait. À tout seigneur, tout honneur, on va laisser la place un petit peu aux invités. Maxence, donc du site Ningesfer, nos copains de Valenciennes. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter un peu Ningesfer, Maxence? Ouais, moi je m'appelle Maxence, j'ai 22 ans actuellement, donc je suis le club depuis quand même pas mal d'années. Mais on va dire que mes années principales se sont situées sous les années d'Isdiec, parce que ça fait quand même 7 ans. Il est arrivé quand j'avais 15 ans du coup. Et donc, les années où j'ai été en mesure d'aller au stade, c'est Disdiac qui me les a amenés, donc les 7 dernières années, donc c'est plutôt magnifique. Et sinon, pour la Ningesfer, on a un compte un petit peu parodique sur l'actualité du VFC. On essaye de faire rire encore un peu les gens, parce qu'on sait que le quotidien du club est assez médiocre. Et c'est le seul moyen de pouvoir vivre encore tranquillement avec ce club en paix. Donc, j'espère qu'on arrive à notre but, en tout cas avec les supporters. Et on espère que ça ira mieux aussi quand même très rapidement. Je vais te poser une seule question avant qu'on attaque le match. C'est quoi ce bordel à VA? Si je dois faire le résumé complet, ça fera 3 heures, mais allons-y. En fait, en 2014, on a Disdiac qui arrive. C'est le président du VFC du coup depuis 7 ans, comme je le disais juste avant. Et en fait, Disdiac récupère le club pour une somme avoisinant, on va dire entre 600 000 euros et 1 million d'euros. Donc une somme assez médiocre pour un club professionnel en somme. Et en fait, le problème, c'est qu'il a absolument aucun moyen. Il essaye de rembourser les dettes. Il nous dit qu'au bout d'1 an, les dettes seront remboursées. Au final, au bout de 3, il y en avait encore plus que la première année. Et malheureusement, les choix des coachs n'étaient pas bons. Si Bernard Casoni, c'était dur. On a eu Farouk Hadzibejic, c'était dur. On en a eu pas mal. Et à chaque fois, on n'a jamais eu l'effectif non plus pour jouer le haut de tableau. Malgré les promesses justement de tous les ans. Cette année, il nous disait qu'on allait atteindre le top 5. On est 17e à la trêve. Donc je ne suis pas sûr que le top 5 soit encore atteignable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Olivier Guégan a été limogé, je pense. C'est qu'il y a un manque de résultats sportifs, il y a un manque de cohérence dans le jeu aussi. Olivier Guégan adorait aligner sa composition à 5 défenseurs et je pense qu'au bout d'un moment, ça avait tendance à agacer. Et là, plus récemment, je ne sais pas si vous avez vu, à Valenciennes, il y a l'affaire Debuchy. C'est-à-dire qu'au dernier match, selon l'équipe et selon la Voix du Nord qui a repris l'information, Mathieu Debuchy, au dernier match, se serait rhabillé à la mi-temps et aurait juste quitté le match, en fait. Ouais, j'avais vu passer ça, ouais, mais ouais, j'avais pas compris les tweets que je lisais là-dessus, mais du coup, ouais, ok, c'est un peu chaud. C'est vrai que je l'avais pas vu venir parce que en signant Mathieu Debuchy, on s'attendait à signer un joueur exemplaire, etc. Puis on se disait, il a quand même bien connu la galère avec Sainté pendant presque 3 ans. Parce que Sainté, ça va pas fort non plus depuis 3 ans avec Claude Puel, etc. On s'est dit, le mec, il a l'habitude de la galère. Mais je crois que Valenciennes s'est encore arrivé au-dessus, finalement. Le boxon en héritage, il l'a ramené du Forez, donc c'est pas mal non plus. Non, mais c'est bonne ambiance. Allez, attaquons messieurs. Le match a eu lieu donc samedi soir. Vu que notre ami Flo n'est pas là, Romain, c'est toi qui vas t'y coller sur la compo d'équipe. À peu près là, il y avait le petit changement. On l'avait annoncé avec Quentin il y a une semaine et c'est donc arrivé. Le 4-5-1 a été de sortie avec
notre ami Abdoulaba, qu'on se languit de voir, qui a été titularisé à la place de Pape Ibnouba. Ouais, c'est ça. Bah, le seul changement, enfin, ça oblige à changer, on l'avait dit, hein, ça oblige à changer le système de jeu. Donc, le cale tout seul en récupérateur et Richardson passe au milieu, plutôt en création avec Abdoulaba. Et puis Ibnouba sur le banc, on va faire un tour sur le banc. C'est vrai que c'est étonnant sans l'être parce qu'il a pas amené finalement grand chose à deux attaquants devant. Maintenant, c'est étonnant parce que on sait pour quelle somme on a été le chercher, on sait ce qu'on attend de lui. C'est étonnant de voir Boutaïb plutôt que Ibnouba, mais sur des résultats de dernière semaine, non. Donc j'espère qu'il va revenir quand même, et j'espère qu'il va. Enfin, c'est même pas revenir. Oui, il avait marqué quand même quelques buts, mais j'espère qu'on va le revoir quand même sur l'avant de l'attaque. Mais oui, il y a eu ce petit changement tactique. Qui on verra dans le développement du match n'a pas forcément apporté grand chose de plus. On va commencer par le déroulé parce que ça s'est plutôt pas mal passé pour le Hack quand même dans cette première période. Déjà dès la 7e, un petit coup du sort pour VA avec la sortie de Floyeité, un joueur qu'on connaît quand même de réputation, un bon joueur de Ligue 2. On se dit bah allez, on prend, c'est toujours bon à prendre. Et tu parlais justement de l'animation tactique. Et ben dès la 17e, Boura pour Boutaïb, la tête qui passe juste à côté, ça commence plutôt pas mal. Et il a fallu attendre la 21e Maxence pour que VA commence à bouger avec une frappe de Masson 25 mètres. Ouais, c'est ça. Valenciennes a eu beaucoup de mal, je trouve, sur cette première mi-temps à se trouver, etc. Mais en même temps, c'était l'arrivée du nouveau coach. On sort d'une série de 3 défaites. Je pense qu'ils ont essayé de se rassurer défensivement avant d'essayer de jouer l'offensive. Parce que Valenciennes, c'est quand même une équipe qui prend quasiment 60 buts par saison, ce qui est absolument gigantesque. Et je pense que justement l'arrivée de Christophe Delmotte a servi à ça, à essayer de combler les failles défensives. On est repassé à un système à 4 défenseurs. Et voilà, quoi. Je pense que Valenciennes a eu beaucoup de mal en première mi-temps à s'adapter. Et offensivement, du coup, c'était beaucoup plus compliqué. Romain, pour toi, la première mi-temps, ça se passait plutôt pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes occasions. On a énuméré celle-là. Encore à la demi-heure, deux occasions avec Alioui bien lancé en profondeur qui met Chevalier en difficulté sur une belle frappe et Mayembo qui reprend sur corner 2 minutes après au-dessus. On se dit que normalement, à un moment, ça va quand même passer vu l'animation qu'il y a là, sans compter que derrière, t'as encore Fofana qui va sortir une belle tête sur corner et 1 minute plus tard, c'est Quentin Cornet qui lui, par contre, la met directement sur la transversale. Oui, quand je dis que ça n'a pas porté ses fruits au niveau du changement de système de jeu, c'est vrai qu'on va en parler après, mais moi j'ai beaucoup la deuxième mi-temps en tête parce que voilà, on va développer après. Mais première mi-temps, oui, on s'est quand même créé des actions. J'ai bien aimé quand même Boura sur l'ensemble du match aussi. Il apporte énormément offensivement. Vraiment, c'est une très très bonne pioche là au RC Lens. Mais oui, on apporte, mais on a des actions, mais ça reste stérile. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'on maîtrisait quand même notre sujet. On a dominé cette équipe de Valenciennes qui proposait pas grand-chose, mais en même temps, comme l'a dit Maxence, ils venaient pour se rassurer et ils nous ont laissé faire le jeu. Enfin, c'était prévu, je pense qu'ils ont fait samedi soir. Puis bon, bah No Havre avec le ballon, en première mi-temps, oui, allez, ils ont su en faire quelques petites choses, mais malheureusement, c'est pas rentré. Bon, c'est vrai que j'ai bien aimé aussi le corner direct de Cornet, hein, ça aurait été très beau. Il nous a encore fait du Cornetinho là, mais bon, malheureusement, ça trouve la transversale et on rentre à la mi-temps sur 0-0, c'est dommage. Ouais, parce qu'au final, tu te dis quand même que là, il y avait quand même l'occasion de passer face à une équipe dont on savait très bien qu'elle ne serait là justement que pour prendre un point, parce que on sait comment ça se passe quand c'est le boxon et que tu es en difficulté. En règle générale, tu essaies de t'arracher pour prendre un 0-0, surtout quand tu joues à l'extérieur, ton premier match en changement de coach. Ça en a pris doucement le chemin. Et on se dit quand même que par la suite, il y avait quand même possibilité, mais ça aurait pu être pire parce que dès la reprise, au final, une frappe lointaine sur Fofana qui se trouve complètement et le ballon par chance finit à côté du but et pas dans le but, ce qui aurait été autrement plus compliqué. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, j'ai vraiment pas vu grand-chose. Je sais pas vous, messieurs, mais moi, côté du Havre, mis à part un déboulé de Boura sur Debuchy et une reprise de Boutaïb en corner, et ensuite, il y a que une autre action de Boutaïb, mais 20 minutes après, où il va tromper Chevalier, mais où le ballon va beaucoup trop lentement pour finir dans le but valenciennois.
j'ai vraiment pas vu grand-chose et je me suis ennuyé de manière un peu plus prononcée, alors que j'avais l'impression de me dire tiens ça redémarre bien et en fait après la demi-heure, plutôt après l'heure de jeu, rien du tout. Maxence, je sais pas si tu partages ce sentiment vu d'en face, mais est-ce que tu t'es aussi ennuyé que nous on s'est ennuyé côté Havre? Bah, en première mi-temps, ouais, je me suis ennuyé jusqu'au bout de la première à la 45e minute. Mais autant en deuxième mi-temps, je trouve que ça allait encore un petit peu. Parce que Valenciennes a tenté des choses. Enfin, la première mi-temps, c'était vraiment ultra fébrile. Mais en deuxième mi-temps, Valenciennes a tenté des choses. Il y a eu quelques actions. Rien de très flamboyant, évidemment. Mais il y a quand même eu quelque chose. Et puis quelques actions côté Havre aussi. Avec les sorties de Lucas Chevalier qui ont été très dangereuses à un moment du match et où ça aurait pu très bien terminer pour un but pour le Havre. Et justement aussi, tu parlais d'Ismaël Boura sur Mathieu Debuchy. Ismaël Boura a mangé Mathieu Debuchy pendant l'intégralité de son match avant de sortir sur blessure, si je me trompe pas. Donc j'ai trouvé quand même une deuxième mi-temps un peu plus dynamique que la première. La première, c'était vraiment deux équipes qui campaient sur leur position. En seconde, j'ai vu deux équipes qui tentaient des choses, mais qui n'étaient pas non plus sûres d'elles au point d'aller marquer un but. Mais j'ai trouvé la deuxième mi-temps quand même plus intéressante. Ouais, c'est marrant la vision. Je partage pas du tout cette vision. Non, moi je me suis bien ennuyé en seconde période. Le problème qu'on a là côté Havre depuis 2 matchs, c'est que l'équipe d'en face nous laisse le ballon et on sait pas faire avec le ballon. On a la possession, on a clairement la possession même dans les statistiques et on retombe dans nos travers de la saison dernière. Arrivé dans les 30 derniers mètres, on sait plus quoi. On sait pas trouver les attaquants ou très peu. Dans la construction, il y a un vrai problème. On retombe vraiment dans nos travers de la saison passée quand on est dans ce genre de situation. On le voit bien, on a bien réussi face à des équipes qui font le jeu et on a procédé par contre et ça va très très vite avec Cornet ouais qui déboule, ça peut aller vraiment très vite. Mais là quand c'est à nous de faire le jeu, ça fait 2 matchs qu'on n'y arrive pas, on bloque, hein. Il y a un vrai blocage. Et malheureusement, on termine ce match sur un 0-0. Ça fait 1 point en 2 matchs, c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, on peut dire qu'on rentre un peu dans le rang, je pense, hein. C'est un bon petit coup d'arrêt. Bon, on reste pour le moment 5e, mais c'est vrai que c'est dommage parce que faudrait quand même remettre rapidement la machine en route parce que maintenant on a le souffle du Paris FC sur la nuque qui revient. On n'a plus qu'un point d'avance sur le 6e et ça fait quand même un bon stop là quand même entre la défaite à Dunkerque et ce match nul face à Valenciennes. On en revient au problème, c'est face au bon ça va. Et dès qu'on attaque la deuxième partie du tableau, tout de suite, ça cale parce que on réussit pas à faire le jeu et on est encore dans la problématique qu'on a de pas marquer assez de buts. On marque juste pas assez de buts. Une fois de plus, on est 5e en ayant marqué moins de buts que de matchs joués. C'est-à-dire, il y a eu une ultra valorisation des résultats avec les buts pris, avec les buts marqués, qui fait que ça t'a pris beaucoup de points par rapport à ton nombre de buts marqués. Mais face à des équipes comme ça, c'est dommage. Et là, on va rencontrer Amiens dans 2 semaines. Ça va encore être un match compliqué parce que Amiens, là aussi, est pas à une place digne du standing de cette équipe. Et on va encore se retrouver probablement avec un mur. Bon, même si c'est Philippe Inchberger en face, donc peut-être quand même penser qu'il y aura un petit peu de jeu, surtout que ça va un petit peu mieux du côté d'Amiens ces derniers temps, mais c'est quand même pas flamboyant. Donc il n'est pas dit qu'on se retrouve pas encore avec une muraille devant. Et si on n'est pas capable de gagner sur 3 matchs de suite, ça va commencer quand même à être un petit peu étonnant. Quand en plus, on en aura terminé avec l'enfer du Nord, par contre, après. Ouais. Hein, je sais pas ensuite si on finira sur des pavés, mais c'est toujours ça le prix. On n'en est pas encore à les désocler pour les envoyer sur le terrain. Ah non. Mais tu vois quand même en conférence de presse, il y a quand même il y a dans des propos, c'est dommage parce qu'on avait senti de l'avant après certains propos justement de Paul Le Guen qu'on avait vu en vestiaire après le match face à Pau.
on sentait, tiens, on entendait des choses, on disait, tiens, il y a peut-être quelque chose qui se font derrière. Et deux matchs plus tard, c'est en gros, regarder l'effectif de Valenciennes, un effectif qui avait des ambitions de monter. C'est pour ça que je souriais quand Maxence me disait que Bahia avait pas l'effectif. Donc, on a dit, bah, notre coach, lui, il pense que, bon, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'on aimerait bien retrouver un peu de peps et des buts, quoi. Et des buts. C'est le gros problème, il manque des buts. Oui. Le dernier buteur, c'est qui le dernier buteur, Gilles? C'est pas Papy Pno. C'est CSC. Non, c'est le buteur vedette. Notre buteur vedette qui a ouvert son compteur cette année, mais je crois qu'avant c'était pas Papy Pnouba. C'est Papy Pnouba à Caen, d'ailleurs. Donc tu vois, même en étant mauvais, il a quand même mis 2 buts qui ramènent des points. Donc c'est déjà ça. Et c'est vrai que quand ta recrue phare à plus d'1 million qui est sur le banc parce qu'elle est là aussi en hors de forme, elle est comme était Boutaïb l'année dernière. Hein, elle manque un peu de jus. Donc c'est problématique. Et quand Boutaïb a des occasions et ne réussit pas à les mettre, c'est vrai que ça va commencer à se compliquer sérieusement pour pouvoir rester dans ces eaux sympathiques de haute classe. Chers amis auditeurs, en tout cas, à notre niveau, nous en avons terminé. La parole est à vous. Activez-vous, c'est parti. C'était un peu la soupe à la grimace samedi soir, Romain. Est-ce que c'était la même chose sur les réseaux sociaux ? Oui, effectivement, il n'y a pas eu de nombreuses réactions, mais je voudrais déjà partager en avant-match un tweet d'Elisa qui a gagné le jeu Instant Magique qu'organise le club pour chaque match à domicile. Donc elle se dit chanceuse. Merci Luac, merci au partenariat Géladal, merci Thibaut, merci Pierre, merci Alexandre Bonnet. Vous m'avez vendu du rêve ce soir. Donc ça fait plaisir, on la voit accompagné d'une photo avec Alexandre Bonnet et bien sûr le club lui a remis un maillot et puis voilà, on sait qu'elle nous écoute, qu'elle nous suit, donc voilà, ça me faisait plaisir de partager ce moment qu'elle a vécu. Il y a au moins eu un joli sourire pendant le match et ça a fait plaisir, surtout quand exactement. C'est pour une selon une étude espagnole, souffrir pour des raisons en lien avec le football augmenterait les risques d'être victime d'une crise cardiaque. Ce à quoi John Cazot donc évalue l'espérance de vie d'un supporter havrais à 50 ans. Ah bah, alors c'est quoi l'espérance de Valenciennes? Ah bah là il me reste 3 ans là. Avant de partir sur des choses un peu plus légères, je voulais vous partager ce tweet de Jérémy Janot, agrémenté d'une photo de lui et de Christophe Provost. Comme après chaque match, on aurait dû s'attendre pour discuter. Se chambrer, tu m'aurais dit, t'as pas grossi, car tu savais que j'allais m'énerver. Ce soir, je penserai fort à toi, mon Christophe. Jérémy Janot, on en pense qu'on veut, c'est vraiment un bon mec. Moi, j'aime beaucoup. Je pars sur des choses un peu plus légères. Donc Nox qui nous dit top occasion en première mi-temps, un corner direct, top occasion en deuxième mi-temps, un dégagement contré. Bouilli. Ce à quoi il ajoute, gagner 1-0 sur un dégagement contré 15 jours après une victoire 1-0 sur un CSC, ça avait de la gueule, dommage. On n'a pas pu faire le combo, hein, c'est dommage. Mais c'est vrai que le dégagement contré, on l'a pas encore en trophée. Ce serait bien qu'on puisse le compléter. Il nous manque celui-là pour avoir le platine. On a Silhak qui crie Jamal, reviens vite. En rapport avec la blessure de Jamal Thierry qui nous manque là depuis 2 matchs. Il faudra quand même qu'on reprenne les discours et les émissions de l'année dernière. Jamal nous manque, les gars. Oui, ça c'est, je voulais dire aussi, voilà. Si on surveillera tes tweets à l'avenir quand Jamal sera revenu. Hein. Ouais, il faut garder tout ça au chaud. Allez, Steve Legros qui nous dit quel supplice ce match, un jeu trop bas, un niveau technique très faible, que des déchets, pas d'animation offensive. Bref, heureusement que VAFC ne proposait rien en face. À défaut de jeu, le salut aurait pu venir de ce corner sur la barre, pardon. Bref, 90 minutes d'ennui et de froid. Peut-être pas 90 minutes, mais au final, ouais, tu dis, ça descend tout doucement. Tu vois, on était sur le nuage et tout doucement, là, on est en train gentiment de retrouver le plancher des vaches. Max Villander qui nous dit c'était quand même un match agréable. Bon, un peu comme Maxence, j'ai l'impression quand même. Ouais, après, j'ai pas été jusque là non plus. J'ai juste dit la deuxième mi-temps était un peu mieux que la première, mais j'ai pas dit non plus que c'était agréable. Ça restait quand même un sacré supplice. Flock qui dit dur, on rentre dans le rang. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'était ta crainte que la récré soit terminée et qu'il faut qu'on se réhabitue à peut-être la prévision qu'on avait prévue au départ. Ensuite, on a Jérôme Toquet qui nous dit 62% de possession et on fait rien avec le ballon.
Bah, 62 ou 38, hein, de toute façon, on en fait malheureusement pas assez pour se faire plaisir de manière conséquente. Hein. Un petit mot pour Maxence, puisque fanatique du 76-13 qui nous dit bravo à Valenciennes, un bloc bas qui a fonctionné face à un hack qui, je trouve, le s'essouffle depuis quelques matchs. Nos jeunes auraient-ils besoin de souffler et pratiquer un turnover? Le hack rentre peut-être dans le rang, mais pas dans ses adversaires. Ou t'es attaque ou t'es. C'est bon. À la conclusion, j'aime beaucoup. C'est pas mal ça. Oui, on a parlé du bloc bas de Valenciennes, Maxence. Effectivement, bon, je pense que oui, Christophe Delmotte, il voulait rassurer les troupes et puis il voulait repartir avec un point. Clairement, c'est ce qui était affiché, non? Oh oui, totalement. Quand ton équipe prend 8 buts en 3 matchs, dont 3 par Dunkerque et 3 par Amiens, je pense que l'objectif, c'est clairement de se rassurer, surtout face à une équipe du top 5. Et venir prendre un point au stade Océane, je pense que c'est très réussi pour Christophe Delmotte pour son entrée en matière. Ouais, Christophe Delmotte, qu'on connaît bien du côté du hack, hein, parce qu'il a été l'adjoint d'Éric Monbert. Donc c'est vrai que... Et puis j'ai rigolé aussi hier sur un tweet, alors je l'ai pas devant les yeux, mais votre entraîneur il était en t-shirt. Et Oui. il y a quelqu'un qui a dit « Ça, c'est un vrai gars d'une heure, ça !» Puis enfin, je terminerai sur une question ouverte de François Manoury, hein, notre commentateur de France Bleu, qui dit « Ça va être compliqué si on ne progresse pas offensivement, mais comment progresser ?» Alors Gilles, comment progresser? Bah, déjà encadrant les frappes, ce sera déjà une bonne chose. Et puis en évitant de lancer en profondeur Boutaïb. C'est pas forcément la spécialité. Non, mais il faut à un moment, de toute façon, c'est qu'on ait un peu plus de monde dans la surface au moment de conclure. Enfin, peut-être un petit peu ça le souci, c'est que Boutaïb, on peut lui tomber dessus, parce qu'il met pas ses occasions, ça d'accord. Ensuite, par contre, il est souvent envoyé au feu tout seul. J'ai bon espoir quand même que Boura, comme j'avais dit, réussisse à rééquilibrer un petit peu les ailes et que ça permette justement offensivement d'amener. Pour moi, Boura, il peut. Si Baldé continue sa progression et commence à faire des centres dangereux aussi, on aura peut-être plus de possibilités que de nouveau voir s'en remettre uniquement à la botte de Quentin Cornet sur coup franc. Et c'est vrai que ce qui nous manque, c'est des buts dans le jeu. Hein. Sur coup de pied arrêté, normalement, ça passe. On a quand même assez. Même s'il faudrait que de temps en temps Féfé réussisse à ajuster là aussi la tête ou le pied. Mais c'est pas à ce niveau-là que tu auras des soucis. C'était le gros problème des années d'avant, c'est plutôt résolu. Et maintenant, c'est l'animation. C'est juste ça le souci. On en revient à ce qu'on disait. C'est moins de buts marqués que de matchs joués. Et tu enlèves ce que tu as mis sur coup de pied arrêté. Ça fait combien de buts dans le jeu? Un tous les 2 matchs. Ouais, c'est ça. Comme ça, hein. Tu fais pas 5e comme ça. Ouais, c'est clair. Je vous partage quelques réponses à la question ouverte de François Manoury. Donc, Ackman dit commencer par jouer avec 2 attaquants dès le début. Alors, Ackman, c'est notre copain d'Actu, hein, qui s'occupe de Hackstat aussi. Et ouais, il aime pas les compos avec un seul attaquant. Taki qui nous dit moins de déchets techniques et essayer de faire des transitions offensives avec plus de 2 joueurs pour inquiéter un minimum les défenses adverses. C'est un peu ça. Et enfin, Ronan qui nous dit être plus juste dans les passes, beaucoup trop de déchets. Bah, c'est vrai que là, les derniers temps, t'as quand même, on sent que c'est pas précis, c'est pas bon. Et puis, va peut-être aussi falloir mettre les pieds dans le plat. On essaie de le défendre, mais Aliou, il va peut-être falloir qu'il commence à se mettre vraiment au niveau. Parce que hier, à part son action qui aurait pu amener le but, ça a été une disaster class que Jean Tocquet avait sorti ça. C'était pas une masterclass, c'était une disaster class. Parce que il n'y arrive pas. Ce mec n'y arrive pas. On sait que ça vaut beaucoup mieux que ce qu'on voit, mais il n'y arrive pas. Donc ça veut dire que déjà Fontaine revient. Parce qu'il revient. 1 point en 2 matchs alors qu'il n'est pas là, alors qu'on était sur une série formidable avant. Parce qu'il revient vite. Et là aussi, vous pouvez l'enregistrer. Chers amis éditeurs, merci en tout cas pour vos tweets. Vous avez du talent, c'est toujours un plaisir de vous lire et on espère que vous serez encore actifs dans la prochaine émission. Nous avons fini avec le championnat. Maintenant, on va aborder le sujet Coupe de France. Jingle Vierzon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Tirage au sort cumulé des 7e et 8e tours de Coupe de France. Le hack ira donc samedi à Vierzon à 17h dans un petit stade sympathique. J'avais même demandé à Vierzon s'il était homologué, tellement ça me paraissait étonnant. Et il sera donc bien homologué. 1500 places annoncées.
Et pour un match qui aura lieu à 17h, François Manoury a confirmé que France Bleu commentera le match en intégralité. On aura normalement que ça à se mettre sous la dent pour pouvoir voir le match, parce que bien évidemment, avec une chambrée aussi petite, ce sera difficile d'avoir beaucoup de supporters à l'extérieur. Romain, double tirage au sort, Vierzon donc pour le Hack National 3, et en cas de qualification, on repartirait sur une National 3 entre Ouest Tourangeau, une équipe du sud de Tours, et Chauvigny qui se trouve aussi à quelques kilomètres de Poitiers. Est-ce qu'on va enfin voir les 32e de finale? Je suis en train de m'imaginer François Manoury en train de commenter dans un stade de 1500 places. On va entendre que lui. ça va être assez drôle. Ça va être assez drôle. Seulement si on marque. Le problème qu'on a là au HAC cette saison, c'est que d'habitude on fait jouer les jeunes en Coupe de France, mais là les jeunes ils jouent en Ligue 2. Alors on va faire jouer qui en Coupe de France? Les très on va jeunes. faire jouer les très jeunes ou les très vieux qui vont revenir de blessures. Mais bon, moi, qu'est-ce que j'en pense? Non, je pense que le HAC va prendre ça comme une trêve, un peu comme une trêve internationale. Ça tombe bien, il y a pas mal de joueurs de l'équipe qui ont besoin de souffler. Et effectivement, je pense que ça va se terminer en faire jouer les très jeunes, comme Samoura là samedi soir contre Valenciennes qui est rentré ou d'autres. Mais non, sincèrement, je pense que c'est pas encore cette année qu'on va jouer la Coupe de France. En tout cas, je l'imagine comme ça. On n'a pas encore trop entendu parler de la compétition en interne au club, mais de toute façon, ils afficheront jamais le fait qu'on fait l'impasse. Mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Je pense qu'on fera l'impasse, mais ça reste quand même des matchs intéressants à regarder ou à suivre. Maintenant, on a vu des jeunes faire le taf en Ligue 2 début de saison. On peut voir des très jeunes faire le taf en Coupe de France, et tant mieux. J'espère que ça sera le cas quand même. Et puis que, au fur et à mesure des tours, on essaie de prendre cette compétition au sérieux. Mais sur les premiers tours, on risque pas, pour l'instant, d'aligner des équipes très fortes ou des équipes types. Surtout que les joueurs ont besoin de souffler. Donc, c'est une compétition qui arrive en plus. Et dans une période, novembre, où il y a des organismes fatigués. Donc, voilà, ce sera des très jeunes pour moi. Alors pour info, déjà, le terrain sur lequel on va jouer, c'est un synthétique, donc ça aura son importance dans la compo des équipes, donc peut-être avoir à éviter les Golgoth et plutôt des mecs un peu plus techniques. Donc Samoura justement pourrait faire parfaitement l'affaire dans ce type de compo. Je pense qu'on verra peut-être Mathieu Gorgelin quand même, qui pourra faire son moins petit match. Ce sera bien de voir si Gorgelin joue ou pas, vu que Yaya Fofana a été snobé par Sylvain Ripoll dans la composition des espoirs. Il faudra qu'on nous explique ce qu'il doit faire maintenant. Je sais pas, il doit peut-être arrêter 40 tirs consécutifs et avoir 8 clean sheets de suite pour espérer être troisième gardien pour les espoirs, mais bon, ça c'est que mon avis personnel. Et aussi, c'est toujours la particularité. Vous m'entendez parler des espoirs. J'avais dit, on a ça depuis quelques temps. C'est que le 7e tour, il tombe pendant une trêve internationale. Donc, dès que c'est quand même une prime, nous on essaie quand même d'avoir des joueurs d'une certaine qualité. On a quand même des internationaux à notre niveau. Et eux, de toute façon, ils sont pas là. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire comme ça? J'en sais rien, mais je trouve ça un petit peu dommage de devoir sacrifier les clubs de Ligue 2 sur cet hôtel-là. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire autre chose avec Dame Coupe de France que j'apprécie beaucoup. Mais on verra quand même soit fait. J'aimerais bien quand même à un moment aussi que c'est qu'on fasse respecter la hiérarchie, qu'on ne dise pas oui c'est des équipes bien en place, bien coupées. Ouais, mais bon, à un moment National 3, les gars, il faut quand même à un moment faire respecter la hiérarchie. Et t'as 2 équipes de National 3 qui viennent potentiellement, donc au 7e et au 8e. Donc, ce serait bien au minimum qu'on mette comme objectif, allez, 32e de finale, les gars, qu'on réussisse quand même à faire, même si c'est des matchs compliqués, c'est des matchs qui sont pas dans des conditions normales. À un moment, l'équipe supérieure, elle doit être là pour imposer son point de vue, et c'est comme ça. Je vois pas autrement. Pas de sens, toi, tu vas aller jouer Tourcoing, Régional 1. Vous envisagez quand même pas autre chose qu'une qualification. On espère quand même se qualifier. Nous, à Valenciennes, ce match, on l'appelle le Gérald Darmanin-Tico, puisque Gérald Darmanin est à Valenciennes et maire de Tourcoing. Et du coup... moi, il y aura des flics. C'est ça. Mais il était au dernier match, en plus, mais il n'était pas encore au ministère. Et
Enfin, ce match, clairement, on espère une qualification, même si je pense que Valenciennes va essayer de faire reprendre tous les blessés ou tous les joueurs n'ayant pas été en forme ces dernières semaines. Normalement, on est quand même 4-5 classes au-dessus de Tourcoing quand même, faut pas se mentir. Mais attention, parce que Valenciennes est toujours sur une mauvaise série, même si ce 0-0 comble un peu les failles de ces dernières semaines. Je pense que Valenciennes n'est pas encore guérie. Valenciennes doit encore se rassurer et justement, ça passe par une victoire en Coupe de France. Mais attention à pas perdre et essayer de se mettre le moral dans les chaussettes, quoi. Ça sera un peu dommage, sachant que la suite de la saison reste un peu plus abordable parce qu'on a joué quasiment tous les gros, je pense. Du moins, on a joué les Toulouse, on a joué les voilà. Donc, essayer de se rassurer encore en Coupe de France, cette fois par une victoire, retrouver le goût de la victoire et espérer que ça perdure aussi en championnat derrière. Juste pour information, vous, au prochain tour, si vous vous qualifiez, vous aurez soit un petit poussé, une R3 Calonne-Ricoire, donc qui est dans la banlieue de Béthune, ou alors, plus vraisemblablement, vous reviendrez en Normandie pour jouer face à Wassel. Et là, par contre, bon courage pour essayer de vous qualifier. Wassel, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le Havre. Merci.